Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Profondément Vivant. Aujourd'hui, on parlera de l'importance de mettre de la lumière sur des épisodes de l'enfance, des traumatismes, des moments difficiles, mais aussi dans des moments joyeux pour, euh, pour pouvoir se retrouver complètement soi-même aujourd'hui, pour être complètement aligné et complet en son âme, en son cœur, avec son esprit, et pouvoir se transformer positivement, vraiment créer sa vie comme on la souhaite et ne plus être les pantins de dynamiques inconscientes Mm. qu'on n'a pas encore adressées en fait aujourd'hui. Oui, mais j'allais dire engluer aussi, parce qu'il y a des choses conscientes et inconscientes, et des fois on a du mal à se détacher de son passé. On peut garder en tête, mais avec l'enfance que j'ai eue ou les choses que j'ai traversées, c'est passé. Ça veut pas dire qu'il faut les omettre, mais du coup aujourd'hui on va parler justement de ça entre l'histoire de Thomas et la mienne. Ce qu'on a vécu et du coup comment avancer avec ça et en faire une force ou comment soigner certaines parties qui ont été plus difficiles. Ouais. Et quand tu viens de ce que tu viens de dire là, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit, c'est que et moi j'étais longtemps dans cet état d'esprit de ah oui mais j'ai eu une enfance difficile, j'ai eu un père comme ça, une mère comme ça, et donc c'est pour ça que je suis comme ça, et c'est pour ça que j'ai des problèmes, et Mm. c'est pour ça que j'arrive pas à faire ça, que j'arrive pas à gagner tant d'argent, que j'arrive pas. Donc en fait ça devient une justification Ouais. de nos échecs, alors que et ensuite le travail que j'ai fait, c'est vraiment de prendre responsabilité de ma vie complètement, parce que mes parents, ils ont plus tant que ça le rôle de parents pour moi. Ce sont des personnes, ce sont mes parents, mon père et ma mère, mais le rôle de me donner de la sécurité, de me donner même de l'amour tous les jours, ils l'ont plus vraiment ce rôle-là. Et donc aujourd'hui, ces deux parents, ils sont en moi et ils font partie de moi, de ma personnalité. Et donc c'est ma responsabilité de garder ce que je veux garder, d'enlever ce que je veux pas garder, de transformer les énergies euh, qui sont limitantes en quelque chose de transformateur, qui va me pousser. Et donc il y a plein d'exemples à donner, et ça sera bien de donner des exemples concrets. Donc, comme Ouais. ça, on peut commencer directement dans le sujet. Donc, ouais, je pense on peut, il y a quelque chose qui me vient en tête là Vas-y. sur mon enfance, on peut partir là-dessus. Donc, mon père a eu toujours des difficultés à dire je t'aime. Enfin, j'ai pas de souvenir de l'entendre dire je t'aime envers moi. Et il y a 3 ans, j'avais fait une séance de thérapie de système familial intérieur que on pourra décrire dans un autre épisode peut-être, où c'est un système de thérapie spécifique qui est très puissant, je trouve. Et j'avais fait une séance de 2 heures qui a été super puissante, et c'était vraiment retourner dans l'enfance, dans des mémoires de l'enfance, et changer l'histoire un peu. Changer. Alors, c'est en fait aller avec mon enfant intérieur ou mon enfant du passé, qui avait 4 ans, qui avait 5 ans, qui avait 6 ans, peu importe le souvenir qui revient le plus profondément possible, et, euh, et voir pourquoi l'enfant est en situation de détresse, qu'est-ce qui va pas à ce moment-là, et agir comme un adulte sur place, dans la mémoire du passé, pour transformer en fait le souvenir traumatique, pour dire à l'enfant euh, ne t'inquiète pas, je suis là. Si D'accord. l'adulte du passé, si le parent, le vrai parent, agissait de manière intense, avec de la colère ou quoi que ce soit, c'est vraiment être là en tant qu'adulte, en tant que moi, mon adulte, Thomas adulte, avec mon Thomas enfant, pour le protéger, pour créer cet espace de sécurité que l'enfant avait pas à l'époque. Mhm. Et aussi imaginer des scénarios différents. Donc par exemple, j'imaginais que je faisais un gros câlin à mon père et qu'il me prenait dans ses bras et qu'il me disait je t'aime. Et là, il y a eu un déblocage complet de mon énergie. Ça s'est mis à couler, les larmes ont coulé
à grand flot, ça voulait dire qu'il y a vraiment, en fait, au final, aujourd'hui, enfin il y a 3 ans, quand j'ai fait cette séance, ça revenait à dire que je ne me donnais pas l'amour aussi à moi-même. Je n'étais pas, Ah parce oui. que Mm. j'ai, en fait, nos parents, ce sont des modèles pour qui on va être nous-mêmes plus tard, pour nous-mêmes. Parce qu'en nous, D'accord. on a toujours l'enfant qu'on a été, les enfants qu'on a été, les différentes versions d'enfants qu'on a été Mhm. au fil des ans. Elles sont toutes en nous. Et c'est ça qui va nous manipuler comme des pantins, comme je disais, si on ne met pas la lumière dessus, si on n'a pas envie de les écouter, si on les enferme dans des placards à balai dans notre maison qui est notre corps, notre âme. Ouais. Et en fait, si on a des parties de nous qu'on veut pas écouter parce qu'elles sont trop en douleur, et si on les écoutait, si on ouvrait les portes, eh ben on fondrait en larmes, en dépression, en grosse Ok. crise. Ouais. Et le travail que j'ai fait, donc grâce à certains spécialistes comme cette thérapeute en système familial intérieur, une psychologue que j'avais vu, mon coach avec qui je travaille depuis 3 ans, on peut ouvrir ses portes de plus en plus, libérer les énergies intérieures, les émotions, pour qu'au final, ce qui reste, c'est vraiment le tout de toute ma famille intérieure, justement, mes enfants intérieurs, mes parents intérieurs, les différentes versions, différentes parties de moi deviennent vivantes, participent en fait à qui je suis. Plutôt que de fragmenter, de dire non, cette partie-là je la veux pas, cette partie-là je la veux pas, non, celle-là je veux pas en entendre parler, ça fait trop mal. Ça vient d'un souvenir que je veux pas repenser. Donc vraiment ce travail de redevenir complet, c'est aller en profondeur, récupérer des fragments et recréer un espèce un cercle, un puzzle de soi, qui on est vraiment. Et là, en passant à travers des mémoires douloureuses, donc là, mon père, par exemple, qui me disait pas je t'aime, qui était en colère très régulièrement contre moi pour différentes raisons, je retransforme ça, je me donne moi-même l'amour que j'ai pas eu assez peut-être à l'époque, et mon enfant intérieur commence à se réouvrir, à venir jouer en fait avec moi. À l'époque, j'ai recommencé à dessiner, parce que je dessinais beaucoup quand j'étais enfant, puis j'ai arrêté en tant qu'adolescent. Puis ensuite, c'était vraiment bloqué, cette créativité. Et là, en fait, on rouvre des portes, on réaccepte des parties de soi qui, à la base, on pensait que c'était très négatif, que ça apportait que du mal, parce qu'il y a de la douleur, il y a de la culpabilité, des fois, il y a de la honte. Et c'est en passant au travers des énergies un peu basses comme ça, qu'on peut, si aujourd'hui, en tant qu'adulte, on a fait un travail sur soi et qu'on a un système nerveux un peu plus stable qu'avant, tu vois, qu'on a fait ce travail-là émotionnel de stabilité, on peut s'autoriser à faire ça, souvent avec l'aide de quelqu'un, mais ensuite Ouais. soi-même, en ayant les outils qu'il faut, à ouvrir les portes sans chavirer de nouveau. Parce Ouais. que le risque, c'est aussi de renforcer un trauma. Et donc on retombe dans quelque chose de encore plus profond, plus de dépression et des choses comme ça. Mm, Donc mm. il y a toujours c'est pas un travail à faire à la légère, mais c'est un travail. En fait, si on est connecté à une certaine, un espoir, à de l'amour, à de l'excitation, à toutes ces émotions qui vibrent à plus haute fréquence, on va dire. Si on reste connecté à ça, il y a moins de risques, parce qu'on va être tiré vers le haut par nous-mêmes, par une partie de nous-mêmes qui voit la lumière, qui voit le monde en fait, la réalité des choses et Mm. qui voit le futur, l'espoir, comme je disais. Moi, ce que j'ai appris à travers les différentes thérapies que j'ai pu faire, c'est également qu'on n'est pas forcément obligé de revivre le moment traumatique, mais peut-être se reconnecter à une émotion, pas forcément se refaire tout ce qui s'est passé dans notre tête, parce que justement, selon l'état, le système nerveux ou comment on est dans notre vie, ça peut faire basculer et ne pas nous aider, mais se reconnecter à certaines émotions, que ce soit de la tristesse, de la colère ou quoi que ce soit, et justement travailler là-dessus pour, comme tu disais, ressortir et puis se reconnecter un petit peu avec notre nous-mêmes de base et redevenir plus entier. Est-ce que ça, c'est comme ça aussi que tu travailles, toi, dans tes coachings, sans forcément revivre ce moment douloureux? Ouais, ouais. En fait,
dans le présent, on peut tout soigner aussi. Il y a pas D'accord. forcément besoin en fait de revenir dans le passé. Et c'est ce que je disais, l'excitation, l'espoir, l'amour qu'on peut avoir dans le présent, ça Mm. agit comme guérisseur interne directement en fait. On n'a pas besoin de comprendre ce qui s'est passé. Et on le voit souvent, des soins énergétiques, des choses comme ça, où on a même des sensations physiques très intenses. Et un truc qui se passe, c'est le lendemain, on se sent très bien, on se sent apaisé, il y a quelque chose qui a changé, même dans nos relations avec les autres. Et Ouais. on n'a pas forcément eu consciemment l'idée de ah, oui, ça, c'est ce traumatisme-là qui s'est Non, soigné. c'est vrai, t'as raison. Donc ouais, je le fais ça aussi. Et parce que c'est un piège en thérapie, on peut vite être piégé dans un cercle vicieux de ah oui, mais j'ai ce traumatisme-là, j'ai ce traumatisme-là, j'ai tant de traumatismes, ça va mettre tant d'années, ça va mettre 20 ans à tout soigner. Mm. En fait, il y a cette communauté du soin intérieur, là, des thérapeutes, thérapies, qui peuvent nous emprisonner dans quelque chose qui pourrait se développer plus vite ou vers quelque chose de plus joyeux directement. Et ça, je l'ai vécu aussi. Et c'est vrai que pendant des années, moi, je pensais plus à ah oui, mais il faut que j'étudie mon inconscient. J'étais à fond sur Carl Ouais. Jung, la psychologie jungienne, et ah, il faut que je vois, faut que j'étudie mes rêves pour savoir ce qui s'est passé dans mon ombre psychologique, tout ça. Et en fait, on peut plutôt se focaliser sur le positif, sur la lumière, sur le futur, sur qui on est aujourd'hui, ou sur qui on a été dans le passé, mais de manière plus brillante, les moments vraiment brillants de notre vie. Et en nourrissant ce sentiment, parce que quand on pense à des choses comme ça, on se sent fort, on sent qu'on peut réaliser des choses, on sent qu'il y a quelque chose, il y a un futur, il y a une transformation positive, il y a quelque chose, on ressent sa valeur un peu plus, et on va se mettre plus en danger, entre guillemets, ou plus on va sortir de sa zone de confort un peu plus parce qu'on est confiant. Et c'est ça qui va faire que les petites choses du passé peut-être qui nous limitaient jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, vont se dissoudre dans l'inconfort, bien sûr. Donc on va par exemple, on va lancer un nouveau business ou on va lancer un nouveau podcast comme on fait. Mm. Et après deux, trois épisodes, on commence à publier et là on ressent des choses qui se passent en nous parce que oula, il y a un truc, il y a de l'inconfort, il y a de la vulnérabilité, ou Et le premier il y a une épisode, hein, nouveauté. ça a Voilà. été. Ouais. Et donc, mais comme on a créé tout ça avec de l'espoir, avec quelque chose de positif, tu vas peut-être ressentir pendant une demi-journée beaucoup d'inconfort, mais en, en ne pas en pardon, sans se laisser aller dans un cercle vicieux, dans une spirale descendante de ah, pourquoi j'ai fait ça, ah, j'aurais jamais dû faire ça, ah, tu vois, toutes ces pensées un peu négatives qu'on pourrait avoir aussi en faisant quelque chose qui devient un peu stressant, qui fait peur. On se rappelle que si l'excitation et l'espoir, comme je disais, est assez forte, ça nous rappelle direct. Et en fait, au lieu de descendre en spirale comme ça, ce qui bout un peu en bas, la peur, l'anxiété qui vient peut-être de traumatismes du passé ou d'une histoire qu'on a eue ou de programmes, vont comme se faire aspirer par une tornade qui vient d'en haut. Et en haut, c'est l'amour, c'est l'espoir, c'est l'excitation. Et j'aime beaucoup voir les gens comme des tornades quand ils sont actifs, quand ils sont créatifs. Les gens sont des tornades. Et ce qui est dans le ciel, les nuages dans le ciel, la beauté du ciel, l'éther, c'est toute leur vision, toutes leurs idées et les efforts qu'ils mettent à l'excitation, l'amour, la joie qu'ils mettent Mhm. à créer quelque chose. Et en bas, au niveau de la terre, il y a des énergies plus lourdes, il y a de la colère, il y a de la peur. Et ça, en fait, la tornade va agir comme bah, on sait comment, ce que ça fait une tornade, ça fait remonter en fait, Ouais, c'est en vrai. bas vers le haut, en tournant. Et alors, on pourrait se focaliser que sur ce qu'il y a en bas et faire tout un travail de nettoyage. Et c'est aussi important de le faire peut-être à un certain moment de sa vie, pendant un certain temps. Donc moi, j'ai passé plus de 4 ans de ma vie à faire ça, on va dire. Mais comme je dis souvent, ce qui jusqu'à maintenant a été ton support ou ton aide peut devenir tes chaînes, et peut t'emprisonner en fait. Parce
parce que on évolue, on change, on se transforme et on a besoin de nouveaux containers de réalité, de nouveaux outils, nouvelles rencontres, un nouveau mentor peut-être, nouveau thérapeute Mhm. qui va aller à un niveau supérieur, changer les choses. Et souvent, quand on reste trop longtemps dans un système de pensée, la psychologie jungienne, ah, il faut que je fasse ça, et on fait ça pendant 20 ans, on s'étudie soi-même, bon, on change, bien sûr, il y a des choses qui valident en fait le fait que ça soit bien, mais ça peut aussi être une prison, une illusion qui nous emprisonne. Ouais, Ça ça, devient un, tu stagnes, non? Ou... ouais, à un certain niveau de conscience, tu stagnes, ouais. Même si visiblement, on a l'impression qu'on change beaucoup parce qu'on va soigner ce traumatisme-là, celui-là, et puis au final, ça aide beaucoup, bien sûr. Mais faut voir en fait qu'il y a, la vie est diverse, il y a plein d'autres choses à, et surtout le fait que vraiment je l'ai vécu, c'est en se focalisant sur le positif et en sachant qu'on est assez fort, assez qu'on a ce qu'il faut, qu'on a les outils qu'il faut pour surmonter un quelconque défi qui va apparaître sur notre chemin. Parce qu'on sort de sa zone de confort en général quand on a des projets, quand on est excité, quand on fait des choses. Je sors de ma zone de confort régulièrement et quand une crise d'anxiété arrive, je sais que là, c'est mon âme, c'est mon esprit qui, qui se transmute, qui se transforme comme le passage d'une chenille à un papillon. En fait, mon âme, il y avait une zone de mon âme qui était contrainte, qui était bloquée, et le fait de me mettre dans une certaine situation où j'avais jamais été avant parce que j'ai pris des risques, ça va briser. En fait, il y a des parties de moi qui vont juste devoir mourir parce que j'ai besoin de plus d'espace, parce que j'ai besoin de me changer, j'ai besoin d'avoir cet aspect-là de la personnalité que je bloquais depuis longtemps. Elle doit s'ouvrir maintenant parce que j'en ai besoin Ouais. pour ce projet. Donc, par exemple, le fait d'avoir de la vitalité, de l'enthousiasme dans ce que je fais, j'ai toujours eu un problème avec ça. J'étais Mhm. toujours, oui, j'aime ce que je fais, c'est bien, mais j'avais jamais un peps, tu sais, de Ouais. l'énergie, de l'enthousiasme. Et aujourd'hui, je l'ai. Et c'est surtout avoir l'intention de retrouver ça. Donc moi, j'ai mon coach. Et c'était une intention que j'ai fait depuis l'année dernière, sur toute l'année. C'était être, avoir une complète vitalité, un complet enthousiasme dans tout ce que je fais, ce que j'entreprends. C'était mon intention principale en fait. Et avoir fait ça et m'être inscrit au programme de mon coach, avoir des séances régulièrement, ça fait que bah, ça marche. Parce que c'est ce que je veux. Petit à petit, c'est pas du jour au lendemain, mais c'est des. Comme j'ai dit, je me suis mis en danger, je me suis mis en dehors de ma zone de confort. J'ai pris des clients que je prenais pas avant, qui demandaient plus de choses, et j'avais plus de responsabilités d'un coup. Et là, je me suis mis à avoir des crises de panique de temps en temps. Mais le message qui venait pendant mes crises de panique, c'était un peu comme la voix de mon coach, ou plutôt une voix de mon moi supérieur, quelque chose du futur qui me disait c'est exactement l'expérience que tu dois vivre maintenant. Et la deuxième crise de panique que j'ai eue, c'était en fin d'année l'année dernière pour une autre chose. Et la voix qui était venue, c'était ton énergie est en train de s'étendre. Et bon, après, je dis voix, c'est pas vraiment en mode Jeanne d'Arc où j'entends des voix, c'est plus c'est une idée quoi qui me vient dans la tête, mais en mode mais quand je l'écoute, je dis ah ouais, pourquoi j'ai eu cette idée? Je sais pas trop d'où elle vient l'idée, mais quand je l'écoute, je me dis ah ouais, c'est vrai, c'est ça. Et il y a quelque chose qui résonne. C'est pas juste essayer d'avoir des idées sur quelque chose. C'est vraiment donc là j'ai beaucoup parlé sur le fait de d'être proactif, de se mettre en dehors de sa zone de confort pour soigner ce qu'il y a dans le passé. Et je pense que c'était important de parler de ça parce que le sujet d'aujourd'hui, il peut vraiment vite nous détourner vers le ah, l'enfance c'était compliqué, on a plein de traumatismes. Ouais. En fait, je voulais voilà, clarifier ça dès le début. Et là, on peut peut-être parler un peu plus de justement du sujet, peut-être. Non, mais ça fait partie du sujet. Et le but, c'est que
comme on disait juste avant de commencer l'enregistrement, c'est de pas s'arrêter qu'à ce qui est négatif. Et quand on finit le podcast, on va pleurer chacun dans notre coin. Mais c'est d'avancer et de voir aussi le chemin parcouru, ce qu'on a mis en place, les choses positives, de montrer peut-être, partager ce qu'on a réussi à guérir ou pas, sur quoi on a envie de travailler encore ou pas, puisque pour moi, ça reste quand même une mission d'une vie, parce que ça dépend quelle enfance on a eu et à quel point ça nous a marqué, mais je sais que moi, il y a encore du boulot. Mais ne pas se raccrocher et s'en servir comme une excuse. Ça, c'est toi et moi, on est d'accord là-dessus. Et moi, je me le suis répété pendant des années. Et inconsciemment, mais pourquoi, je sais pas, mes relations avec quoi, ou pourquoi je suis tombée avec cette personne, ou le boulot. Ah, mais c'est parce qu'on m'a jamais respecté dans mon enfance, donc c'est normal qu'on me respecte pas dans mon boulot. Voilà, il y a des phases, en fait, de peut-être où ça tourne en boucle. Après, au bout d'un moment, ok, il faut peut-être essayer d'entrouvrir la porte et de prendre une autre direction, de prendre conscience des choses. Puis voilà, au fur et à mesure, mais voilà, moi, j'ai 34 ans, j'ai commencé à 18 ans, voire de moi-même, je suis passée par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Donc ça fait 15 ans que je travaille là-dessus. Il y a des phases où je me sens mieux, je fais moins de choses, mais ça reste quand même voilà, ça fait quand même partie de la vie actuelle, ça. On l'oublie pas fortement. Après, moi, j'y pense pas tous les jours non plus, mais des fois, ça peut être anodin. Je sais pas, enfin, une sortie avec les potes ou quoi, machin, puis hop, d'un coup, tiens, je sais pas si toi ça t'arrive des fois, mais ça vient de nulle part et hop, une petite scène de l'enfance ou tiens, pourquoi ça m'arrive à moi ou ça m'est pas arrivé à moi. Ça c'est déjà arrivé Ouais, bien de... sûr. Quand on a des amis qui viennent de tous milieux sociaux, il y a des différences et des fois, il y avait souvent de l'envie, ouais, sur l'enfance des autres. Mais Ouais. en fait, le but, c'est aussi d'arriver à un point où on se dit, waouh, tout ce qui m'est arrivé, c'est parfait en fait. C'est parfait pour moi. Et ça, je sais que c'est très difficile et j'en suis pas. C'est un idéal. Mais ouais, toi, par exemple, peut-être que tu peux nous dire aussi en quoi, peut-être des exemples concrets, comment est-ce que tu penses que ton enfance, quel est le plus gros, la plus grande conséquence aujourd'hui de ton enfance, tu penses, sur ta vie actuelle? Alors, il y a un premier truc qui me vient en tête et justement, c'est là où c'est des questions que je me suis déjà posées et tu vas me dire ce que tu en penses. Alors, j'aimerais mettre un peu de contexte, mais c'est tellement compliqué de définir mon enfance en 2 minutes. Mais en gros, j'ai été élevée par une mère célibataire avec un frère un petit peu plus jeune et sans connaître donc mon père. Et jusqu'au jour où dans ma jeune adolescence, ma mère me contacte et me dit ton père c'est pas ton père. Alors déjà que j'avais peu de souvenirs de cette personne et j'avais pas grandi avec. En fait, j'apprends que c'était pas mon père, c'est le père de mon frère et moi j'ai un autre géniteur. Donc ça reste un gros trauma et cette personne, je l'ai vue une fois et la deuxième fois pour l'enterrement. Et il y a jamais eu d'amour dans ma famille. C'était pas le langage de l'amour, je pense, c'était d'avoir à manger tous les jours, ce qui était génial déjà. J'avais un toit et à manger, sachant que plus jeune, on allait au resto du cœur et compagnie. Et ça, là-dessus, j'ai toujours mangé à ma faim. Mais voilà, il y avait des moments très compliqués, donc pas de preuves d'amour, pas de photos de nous à la maison. Elle s'est mise en couple avec quelqu'un que j'ai profondément détesté et apparemment c'était vraiment réciproque. Donc mon adolescence a été beaucoup de punitions, de reproches. J'ai jamais été assez bien. C'était même toujours nul ce que je faisais, toujours en fait à me critiquer, à me rabaisser. Donc voilà, l'impact. Donc finalement, ouais, il y a deux choses. Le point négatif par rapport à mon enfance, je pense, c'est clairement le manque de confiance en moi et le fait que je puisse apporter des choses aux gens, puisqu'en fait, j'ai grandi avec en tête comme quoi j'ai jamais été bien. Donc je pense que c'est pour ça aussi que je me donne à fond sur beaucoup de choses, parce que je veux toujours faire plus. Et le côté positif, c'est clairement le fait d'être indépendante. Et ça, mais tu vois, ça me titille parce que souvent on me dit ouais, mais t'es une femme forte et indépendante. Putain, mais c'est par la force des choses en fait.
J'aurais, tu vois, donc je trouve que c'est ça où c'est positif. Donc est-ce que tu vois, quand tu dis ce qui arrivait, c'était la chose bien pour moi, est-ce que en fait, admettons, j'aurais grandi dans un cocon et un foyer, tout ce qu'il y a de plus normal et positif, j'aurais été cette femme indépendante ou pas, finalement, est-ce que ça faisait partie de mon caractère, ou c'est cette histoire qui m'a poussée à être comme ça? Donc c'est sûr que maintenant je me dis mais c'est génial parce que je suis à l'étranger, j'ai toujours aimé voyager. Je suis proche là de ma grand-mère et de quelques personnes autour dans ma famille, donc pas ma mère, hein, mais euh, mais j'adore en fait cette indépendance. Je fais ce que je veux. Du coup, il y a ce lien qui fait que comme ce ne sont pas mes parents directs, ben on se doit rien l'un à l'autre. Enfin, en fait, les liens sont quand même différents. On me laisse faire ce que je veux, du coup, il y a moins de pression. Donc c'est clair que j'adore ce côté-là de liberté et de rien n'avoir pas de compte à rendre. Parce que j'ai dû rendre des comptes jusqu'à mes 18 ans et même un peu après, puisque ça s'est pendant des années à coup de procédures et d'avocats avec ma mère qui me réclamait des dommages, des préjudices moraux. C'était, enfin voilà, ça allait très très loin cette histoire. Donc du coup, là, moi, où j'ai commencé un petit peu à guérir aussi, parce que j'ai vu différents psychologues, ça convenait pas. J'ai testé, oh, j'ai plus tous les noms, mais j'ai testé beaucoup de choses parce que en fait, j'avais envie un peu de sortir de ça. En fait, j'avais une telle colère au fond de moi. J'étais en colère quand j'étais en couple avec la personne, quand elle faisait pas les choses comme je voulais, quand contre la vie, contre l'humanité, contre tout. Et je sais maintenant que c'est parce que voilà, j'ai pas pu exprimer tout ça. Mais à côté de ça, je me faisais marcher sur les pieds au boulot ou mine de rien dans mes relations. Je suis tombée dans des trucs toxiques. Voilà. Et donc au fur et à mesure, le déclic, je l'ai eu. Je me rappelle très bien où j'étais. D'ailleurs, j'étais en Estonie. J'étais en train de marcher en bord de mer et je me suis dit putain, en fait, c'est pas si mal ce qui est arrivé parce que en fait, à ce moment-là, quand j'étais adolescence, ce cocon qu'elle avait créé, ma mère, mon frère et son mec, et moi, était coupé du tout le reste de la famille. Et en fait, le fait que, donc le week-end de mes 18 ans, elle m'ait mis à la porte avec toutes mes affaires, m'a fait me reconnecter avec tout le reste de ma famille et m'a fait sortir de cette famille-là, du moins toxique. Donc j'ai pu reconnecter avec mes grands-parents, j'ai pu reconnecter avec le reste de ma famille, et je me dis qu'en fait, si elle m'avait pas mis dehors, ça se trouve j'aurais continué cette vie en tant que fille brimée, et elle vivre un peu à travers moi avec tout ce qu'elle a pas pu faire quand elle était plus jeune. Parce que tu vois, justement, elle me faisait suivre un peu la direction ou les hobbies qu'elle avait pas pu faire. Elle était en compétition avec moi. Tu vois, je me rappelle que elle avait décidé d'être secrétaire médicale et elle m'avait challengée, je sais plus pourquoi, mais je devais avoir 15 ans et j'avais pris tous ses livres et j'apprenais tout par cœur sur le médical. Genre, tu vois, moi aussi, genre, je vais être meilleure que toi. Le piano, pareil. Elle prenait des cours de piano et je sais plus comment elle m'avait challengée. Et ben, j'apprenais. Non, non, non. Mais c'est pas ça. Et donc du coup, bien sûr que j'aurais aimé avoir un autre type de famille, mais je me dis qu'en fait, si elle avait pas mis ce stop, elle m'avait pas évincé de sa vie, quelque chose que je travaille encore, hein, puisque c'est très difficile cette blessure de l'abandon. Mais du coup, ça m'a permis de vraiment travailler sur moi. Et je pense que c'est là où en fait, quand j'ai pris conscience que ça a été un cadeau qu'elle sorte de ma vie, j'ai pu commencer ce processus de guérison, de prendre conscience que j'ai un peu plus de valeur. D'avoir commencé un travail en ligne a été très challengeant pour moi, de montrer qui je suis vraiment. Ça, je sais pas non plus. Finalement, j'ai toujours vécu un peu sous le couvert de quelqu'un d'autre. Qui je suis. J'avais pas le droit de m'exprimer, j'avais pas le droit d'émettre une opinion. Ou si je disais gauche et qu'elle voulait droite, j'étais punie. Donc ça encore, c'est quelque chose que j'apprends. Et, euh, et c'est vrai que je pense que je sais qu'il y a des personnes là du boulot que je fais actuellement qui vont écouter cette vidéo comme dire mais on dirait pas parce que justement moi ça a été tellement difficile dans ma jeunesse que quand je voyais des amis ou de la famille et tout ça j'en parlais pas. Je sais pas toi si plus jeune du coup tu t'arrivais à en parler de certaines blessures. Moi je gardais tout pour moi
Et je me rappelle souvent on me disait que j'étais une petite fille gaie, joyeuse et pleine de vie, alors que je rentrais tous les soirs de l'école et je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et j'étais malheureuse, mais en fait, le lendemain, j'allais à l'école, c'était mon exutoire. Et bah là, moi, mes réseaux sociaux actuellement, c'est pareil, hein. Des fois, je suis un peu en colère contre ci, contre ça, je pousse un petit coup de gueule, mais majoritairement, c'est OK. On essaie de se créer aussi une petite routine où moi aussi, quand je partage des choses positives, ça me met dans un état d'esprit. OK, allez, il fait beau aujourd'hui, il y a un petit rayon de soleil, il y a un petit oiseau qui vient de passer. Ou sinon, enfin, moi, je pèterais un plomb, quoi, si je ressasse les choses. Et comme tu disais, ça n'empêche pas forcément de les omettre et de faire ce travail de fond, cette reconstruction, se retrouver son soi, mais pas que ça. Et je te laisse parler après. Là où toi aussi tu m'as aidé de travailler, c'est donc il y a 3 ans j'ai perdu mon grand-père, qui a été un gros choc émotionnel pour moi. Et moi le lien donc j'en ai fait, c'est parce que justement sans figure paternelle, la seule figure masculine que j'avais dans mon entourage c'était mon grand-père. Et même si on n'était pas archi proches, j'ai vécu des années chez mes grands-parents, il était toujours là. Je veux dire, on n'était pas proches au niveau conversation profonde, mais il a toujours été là. Donc ça a été un gros trauma pour moi. À ce moment-là, dans mon couple, ça n'allait pas. J'ai pas eu de soutien comme ça aurait dû l'être. Donc j'ai un peu sombré pendant 2 ans. Et je me raccrochais justement au boulot. Donc ça, et je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont pas vu sur mes réseaux sociaux. Si en plus tu te plains, ah ça va pas aller. Et justement, j'en parlais avec une copine la semaine dernière où j'avais fait une vidéo sur donc le décès de mon grand-père et j'avais dit le mois prochain, je vous sors une vidéo sur ce que je suis en train de mettre en place pour m'en sortir. Parce que justement là à 31 ans, je sens que je perds pied. J'ai commencé à m'inscrire dans une thérapie juste avant son décès parce que je me suis dit OK, là je vais pas faire la même boulette que quand j'étais plus jeune où j'ai eu une grosse phase je suis forte et j'ai besoin de personne. Et là chez ma cocotte, on va pas se refaire remettre l'armure, combattre, tu vois, partir sur le champ de bataille, j'ai pas l'énergie, j'ai pas envie. Donc j'avais pris une thérapeute, un suivi sur 3 mois. Et donc, cette vidéo où je mettais les choses en place, je l'ai toujours pas sortie. Ça fait 2 ans et demi parce qu'en fait, j'ai eu des phases comme ça, hein, et je me sentais pas. Je me sentais pas légitime puisqu'en fait, au fond de moi, je me sentais pas bien. Et donc, là que ça va un peu mieux, me dit, mais je vais la faire, cette vidéo. Je me suis dit, en début de cette vidéo, je vais expliquer par quoi je suis traversée, par quoi je suis passée et tout, machin. Et en fait, je me suis dit, mais je crois que pendant 2 ans, 3 ans, j'ai utilisé un peu cette excuse. Je vais pas bien parce que mon grand-père il est mort, parce que j'ai perdu, nanana, nanana. Et 3 ans tous les jours à me répéter ça en tête. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai plus envie. Et cette vidéo, je pense que je vais la faire hein, pour montrer ce qu'on peut mettre en place, un peu le cheminement. Mais ça va être bref, j'étais pas bien, pour expliquer, voilà, j'ai les crises d'angoisse qui sont déclenchées, perdre du sens de la vie, tu vois, expliquer ce qui s'est passé, mais pas passer des heures à se remémorer cet état. Et c'est là où je sens que j'ai avancé dans ce cheminement un petit peu de mal-être et tout, parce que ressasser ne me correspond plus et finalement je m'en rends compte à quel point aussi ça peut te tirer vers le bas. Il y a peut-être besoin d'une phase, enfin moi j'en ai eu besoin hein, de vraiment il a fallu que je touche le fond pour me dire là j'en peux plus. Et en fait c'est soit vraiment j'allais dans un asile, j'y ai pensé en me disant j'appelle parce que là j'y arrive plus. Là, je le dis, mais tu vois, il y a vraiment très peu de personnes qui le savent, parce qu'en plus, c'est pas facile de le dire. Je suis en train de questionner ma santé mentale, au point où je savais plus ce qui était vrai autour de moi, ce que j'entendais et tout. Enfin, et donc il y a peut-être besoin un temps de ça va pas, accepter de demander de l'aide. Putain, sans aide, j'aurais pas pu. Hein. Franchement, je me demande si je serais encore là. Vraiment, parce que toi et moi, on a eu des conversations l'année dernière et t'as des pensées
difficile et lourde, suicidaire, hein, disons le mot, hein, je sais pas pourquoi c'est tabou, mais tu as été là dans mon chemin de guérison. Et bon, t'es venu à moi pour me proposer, mais j'ai accepté. Alors que sur le coup, tu vois, je m'étais dit, bah non, j'ai pas envie de faire un coaching avec quelqu'un que je connais et tout. Mais en fait, on peut choisir d'autres personnes et tester des choses. Moi, j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent, qui sont dans des situations difficiles, moi, en tout cas, ce qui m'a fait du bien, c'est de tester. Si je vous disais toutes les pratiques que j'ai faites, franchement, j'avais fait une fois une liste, mais c'est impressionnant. Et si ça vous convient pas, changez. On va pas avoir forcément un thérapeute, un psy ou peu importe la personne que vous allez voir, un bon feeling. Il faut qu'il y ait une connexion. Il faut que vous voyez que la personne, qu'il y ait quelque chose. Ensuite, tu l'as dit au début de la vidéo, je sais plus c'était quoi exactement. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je me perdais dans cette quête de bien-être, à vouloir tester tellement de thérapies, des massages, des soins, du reiki, des trucs, des machins, qu'en fait, j'attendais tellement que ça me rende bien, que ça me change. Mais en fait, je faisais pas forcément le travail un petit peu sur moi. J'attendais tellement des séances que je les enchaînais. Et j'ai arrêté. J'ai arrêté, on va dire l'année dernière, un petit peu cette course. Et prendre peut-être un peu plus de temps pour moi, des temps seuls, sans musique, d'aller marcher, ouais, des choses bateau, hein, pas forcément se mettre à méditer pendant 3 heures et tout ça, mais ça peut en faire partie d'ailleurs. Mais clairement, je trouve que c'est pas facile quand j'ai des coups au moral. Je trouve que c'est épuisant et on est toujours dans un travail de soi et tout ça. Mais enfin, sans ça, clairement, j'en serais pas là où je suis. Et oui, je vois le chemin parcouru, par contre, ça c'est sûr que... Donc voilà, pour répondre à Ouais, ta question, qu'est-ce que ça m'a apporté ouais, c'est super. Merci pour le partage. Et je voudrais te demander maintenant, du coup, comme tu dis que depuis à peu près un an, tu t'es plus dans cette recherche de thérapie, thérapie encore et encore, et tu fais plus de silence, tu es plus avec toi-même. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu trouves qu'il y a une amélioration dans la manière dont tu es capable d'approcher la vie, ton business, tes relations? Euh, est-ce que tu penses que est-ce que ça te manque du coup de vouloir peut-être que tu fais de temps en temps des thérapies ou des séances mais ouais est-ce que donc moi ce que j'ai compris c'est que tu avais créé une dépendance à ça que du Ouais, coup c'était que quelque chose qui était extérieur à toi qui pouvait te sauver ouais, et donc si un jour tout disparaît et que toi tu es toute seule et que tu es avec toi-même et ben là tu t'effondres parce que il y a plus c'est vrai, cette c'est petite une dose béquille. de Ouais, et donc c'est génial ce que tu as pu faire toi-même. Tu t'es rendu compte que bah, tu étais addict un peu à ça et donc tu as refusé de continuer à être dépendante. Et c'est aussi, tu sais, quand on avait commencé les séances ensemble, ce que je t'avais dit, je le dis souvent, c'est que le but, c'est pas que vous deveniez dépendant à mon accompagnement, ouais, c'est pas que tu deviennes dépendante à mon accompagnement, c'est que sur quelques séances, je peux te donner des clés, des outils, mm, et plutôt te enseigner, bon, moi ce que je veux faire, c'est enseigner les personnes à s'aider eux-mêmes, à créer leur propre système de guidance intérieure. mm, Et en fait, à tout moment de leur vie ensuite, crise d'anxiété, peu importe les challenges ouais, durs, ça va être que à l'intérieur de soi, on va avoir une petite voix comme moi j'ai eu quand j'ai eu ma crise d'anxiété, ouais, qui va nous dire, là c'est ça qui se passe, tout va bien, et je suis avec toi. Tu vois, quelque chose tu te sens confortable tout le temps, même dans les grosses crises inconfortables, ouais, tu te sens en paix. Et tu peux être en paix dans la plus grande des crises. Les séances de thérapie, c'est très bien. En fait, je pense que ça donne un goût à ça. C'est 1 heure, 2 heures, je sais pas. ouais, Tu prends un goût à cette paix. Et ensuite, tu reviens dans ta vie de tous les jours. Et bien sûr, bah, tu l'as pas. ouais, C'est un peu comme une drogue. ouais, Euh, clairement. Je trouve que oui, mais c'est clairement comme une drogue, tu vois, c'est marrant parce que j'ai refusé de prendre des cachets, des anxiolytiques ou quoi que ce soit. C'était un non radical, mais justement, je me suis retrouvée dans une autre drogue qui fait ressortir des côtés de moi où je sens que je peux être addict, comme quand je me mets dans le travail. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Donc voilà. Après, je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de béquilles médicamenteuses, plus chimiques.
Donc ça, voilà, chacun, ça dépend. Mais tu as donné un conseil qui est pour moi important, c'est que quand on va voir quelqu'un qui effectivement ne joue pas sur le fait de revenir régulièrement et du coup profite de cette thérapie et de cette souffrance pour que vous reveniez en permanence. Et le but, c'est d'avoir des clés. Tu m'as partagé des petits exercices, tu m'as partagé des livres, tu m'as partagé des vidéos. Pour moi, ton accompagnement est plus dans l'air du temps. Il y a 10 ans, quand j'avais vu des psychiatres ou psy, je sais plus comment. Enfin, ouais, c'est les trucs de l'État. Voilà, elle m'écoutait, mais c'est tout. Enfin, je veux dire, dans ces cas-là, moi, ça m'avait fait du bien parce que c'était parmi les premières que je voyais et comme je parlais ni aux amis ni à la famille, ça m'avait fait du bien. Quelqu'un qui ne me connaît pas. Mais maintenant, je me rends bien compte que effectivement, quand tu as du coup un petit coup de la vie, si tu te retrouves pas bien, ok, dans ces cas-là, bon bah qu'est-ce qu'il m'a dit Thomas ou qu'est-ce que m'a dit cette personne ou ok, on m'a expliqué que c'était exercice de respiration, voilà. Moi, si j'avais aussi ce conseil à donner, c'est que là, si vous nous écoutez, enfin les personnes qui nous écoutent, c'est regarder, tester bien ou demander comment la personne fait ses séances. Et le but, c'est ouais, effectivement, de devenir un peu autonome dans sa vie, dans ces moments où ça va moins bien, quoi. Puis après, pas pour tout le monde, c'est un choix personnel. C'est Mm. Oui, ça que j'ai pour j'appelle mon coaching c'est vrai. développement de la conscience. Parce que quand Mm. on développe sa conscience, on agrandit un peu sa perspective sur soi-même et on peut devenir son propre coach. Après, moi, même mon coach, on a toujours besoin d'autres mentors. En fait, le but, c'est de devenir complet. Et ensuite, tout ce qui est en plus, d'autres coachs, d'autres mentors, d'autres thérapies, même peut-être, pardon. Ah, on va y aller parce on sent qu'on en a Mm. besoin à ce moment-là. Mais ça va être un plus, quoi. Ça va être quelque chose qui rajoute plutôt un accessoire plus que l'habit central, quoi. Oui, ouais, clairement. Voilà. On peut se réaligner là. Ça fait trois quarts d'heure qu'on discute, mais sur Ouais, le enfance compliquée et donc comment rebondir, est-ce qu'on peut se créer une vie saine, heureuse, de joie en ayant une enfance très compliquée? Et comme tu le disais aussi, peut-être avant qu'on s'enregistre, je crois, tu disais, il y a des personnes qui vont avoir une enfance super, super compliquée et qui vont justement utiliser ça pour se créer une vie incroyable et vraiment créer un super ouais. business et avoir une vie incroyable par réaction de ça, peut-être, comme tu disais. Mm. Et il y a d'autres personnes qui vont avoir une enfance super supportive, avec des parents très supportifs et très aimants, et qui vont aussi développer quelque chose d'exceptionnel parce qu'ils vont avoir une confiance en eux, une créativité, quelque chose, un feu intérieur qui n'a jamais été éteint et qui vont juste Ouais. créer. Et de l'autre côté, il y a tout le spectre des cas, des expériences de vie qui est très très varié, Mm. dont nous sommes partis, toi et moi. Donc on n'a pas eu une enfance géniale. Enfin, c'est différent. On peut pas comparer On vraiment. peut pas Mais comparer et c'est là où j'ai vraiment envie de d'insister les personnes qui vont écouter parce que je sais pas si toi tu l'as eu des personnes autour de toi. Moi, j'ai eu des amis plus jeunes qui n'osaient pas se plaindre d'un truc dans leur vie parce que ils estimaient que comparé à la mienne, ils n'avaient pas le droit. Alors que moi, j'espère du moins avoir toujours fait ressentir que chacun avait le droit de ne pas être bien dans sa vie. Mais même si tu me dis que tu as une Lamborghini au lieu d'une Porsche, j'ai envie de te dire, mais en fait, enfin, il y a des gens qui critiquent ceux qui ont de l'argent ou qui ont eu un héritage ou qui ont une vie plus belle. Mais tant mieux pour vous, en fait. Si moi je l'ai pas eu, j'en serais pas jalouse. Tant mieux pour vous. Et vous avez le droit d'avoir des coups durs parce que, en fait, la personne dans son spectre, je te parle de l'argent parce que c'est un exemple plus facile, je pense que c'est parlant. La personne qui est dans sa bulle de richesse, pour elle, ça peut être un coup dur, ou si elle n'a pas eu son cheval de rêve et qu'à côté de ça, elle a eu un lapin. Par exemple, il y a un livre c'est ouais, les poupées gigognes de Fluto, qui justement expliquait qu'en fait, dans le contexte dans lequel tu vis, c'est pas comparé avec les autres, mais c'est à ce moment-là, toi, le petit enfant, avec l'espoir ou les attentes que tu avais, et ben hop, ça t'a créé une petite poupée gigogne et qui va se cristalliser comme ça à l'intérieur de toi, et ça va rester. Donc, on n'est pas là pour se comparer nos vies.
moi, à côté, j'ai eu, comme je te disais, un toit à manger et j'ai eu plein d'autres choses. C'est sûrement vachement mieux que beaucoup d'autres personnes. On m'a partagé des histoires, mais oh là là, ça t'a arraché le cœur. Donc en fait, non. Et dans ces cas-là, on se plaint. Enfin, c'est pas se plaindre, mais dans ces cas-là, c'est mettre sous le tapis toutes les difficultés qu'on a pu avoir ou les petits traumas qu'on a eu dans notre enfance parce que à l'autre bout du monde ou à côté ou quoi, il y a eu pire. Ben non, enfin, c'est pas comme ça qu'on va se construire de mettre tout sous le tapis parce qu'il y a pire. Donc ça, c'est quelque Mm. chose que j'ai toujours essayé quand même un petit peu de combattre et de montrer qu'on n'est pas là si ça va pas. Et comme tu disais, il y a des personnes et j'en connais qui ont eu un cocon familial sain et qui finalement ne sont pas bien dans leur vie actuellement. Et c'est pour tu vas lui jeter des cailloux parce que toi t'as pas eu ce qu'il a eu. Enfin, cette personne dans tous les cas, elle est pas bien dans sa peau. Donc c'est pas une raison. Donc voilà. Enfin, j'ai l'impression que je me suis un peu c'est- Ah, non, c'est super important ce que tu viens de partager et je voudrais rajouter que ça s'appelle la culpabilité des privilégiés. Et ok. J'avais jamais entendu. privilégié, on se sent privilégié. C'est pas forcément objectif, hein, c'est très subjectif aussi. Et on se dit, ah oui, mais moi, j'ai pas le droit de me plaindre parce que j'ai eu ça et les autres à côté, Ouais. ils ont pas eu ça et donc j'ai pas le droit de me plaindre. Et moi, j'ai un peu eu ça aussi parce que moi, mes parents, enfin, j'ai eu, on va dire, une famille normale et je me suis pas rendu compte pendant très très longtemps que bah, j'ai eu des programmes, des traumatismes très qui ont fait, qui m'ont limité, qui m'ont empêché d'être complètement moi-même, qui ont étouffé tout mon feu intérieur, toute ma créativité. Mm. Et en fait, pendant toutes mes jeunes années, jusqu'à à peu près 25 ans, je me disais non, mais tout va bien, j'ai eu une bonne vie, tout va bien, j'ai pas le droit de me plaindre. Donc je Mais l'ai eu t'as une ça et c'est le plus grand danger qui nous empêche aussi de nous transformer, de nous changer et de voir sans aller regarder dans le passé, comme on disait, et en disant, ah, en fait, j'ai eu plein de problèmes, et aller les prendre un par un, mais plus en se disant, en fait, quand on a une émotion, quelque chose, une colère qui vient, c'est essayer de ne pas la repousser sous le tapis en disant, non, mais ça, j'ai pas le droit de l'avoir parce que j'ai eu ça. Et revenir dans le mental en se disant, ah, parce que ça, non, j'ai pas le droit d'être en colère, ou j'ai pas le droit d'être triste, ou j'ai pas le droit d'être en dépression. Tout va Mm. bien, j'ai un boulot, j'ai ça, tout va bien, non, Ouais. j'ai pas le droit d'être en dépression. Alors que, et ça, c'est le plus grand danger pour vraiment alimenter de manière inconsciente sous le tapis, justement, on va alimenter quelque chose qui est vraiment, vraiment pas beau et qui peut exploser d'un jour à l'autre. Et donc, Ouais. ouais, donc ça, sur mon expérience personnelle de l'enfance jusqu'à maintenant, c'était vraiment jusqu'à 25 ans un peu un déni complet. Et à 25 ans, cette grosse crise d'émotion qui s'est libérée et qui a fait revenir des mémoires, des souvenirs du passé que j'avais oubliés ou des choses et qui ont fait que, ah oui, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Ensuite, j'ai vu des thérapeutes pour de la colère qui remontait sans que je puisse la contrôler parce que je l'avais aussi renié. Je m'étais dit non, non, faut pas que je sois en colère. C'est pas bien d'être en colère. En fait, s'ouvrir à ça, ça a été la première étape. Puis ensuite, faire tout ce travail de vouloir me connaître moi-même, Mm. ça a fait revenir plein de choses du passé. Et là, en fait, le travail, c'est pas d'aller dans le passé et d'aller chercher tout ce qui va pas, c'est plus d'être présent aujourd'hui, de se dire, ah, je veux être comme ça. Par exemple, j'étais très timide il y a 5 ans. Au fur et à mesure, je me suis dit, ben, je veux changer ça parce que dans ce que je veux faire, ça n'a pas trop sa place. Si je suis vraiment pas social et que j'ai peur de parler aux gens, ben, je vais manquer des opportunités, je vais manquer des choses que j'ai envie pour moi de rencontrer Mm. des gens intéressants, rencontrer des gens Ouais. exceptionnels et puis avoir une discussion avec eux. Et donc, Ouais, je c'est commence intéressant. à... Et donc, on crée c'est ce que je disais déjà, c'est créer des situations où je sors un peu de la zone de confort et voir avec de l'aide, peut-être. Au début, en tout cas, comme tu disais, c'est très important de pouvoir demander de l'aide. Et on a souvent cette pensée, non, mais moi, je peux tout faire tout seul. Je vais lire des bouquins. J'avais ça aussi, hein. Tout le monde a ça, je pense, à un moment. Du coup, avec de l'aide et des prises de risques, Mm. j'ai surmonté cette timidité. Aujourd'hui, je peux aller parler avec des gens dans la rue, dans des événements publics, peu importe, et je suis super heureux de connaître leur parcours, Ouais. d'échanger, quoi. Et
Et ça, en fait, depuis que je suis enfant, je l'ai, cette envie de connecter avec plein de gens, avec des gens intéressants et de connecter vraiment socialement. Mais ça s'est étouffé de par mon enfance. Mes parents, attention, tu parles pas à tout le monde. Tu vois, j'ai D'accord. été bridé un peu. En fait, c'est pas des traumatismes où on pourrait dire, ah oui, il s'est fait violer, donc il fait plus confiance à personne. C'est plus du traumatisme développemental. Donc il y a deux types de traumatisme. Il y a le D'accord. traumatisme euh, de l'expérience, d'une expérience peut être intense, qui est traumatisante. Et il y a un traumatisme développemental qui est plus du conditionnement, quelque chose que le parent répète tous les jours, qui est un peu, mais qui est pas sain au final, qui est plus perte de confiance, qui m'a fait perdre Mm, confiance en mm. moi, et avoir peur du monde un peu. Et donc ça, j'ai dû le surmonter, mais pas en mode ah j'ai ça, donc comment je le soigne. C'est plus en mode j'ai envie de ça, je veux ça dans ma vie, je veux pouvoir parler aux gens. C'est J'ai intéressant. commencé à le faire. Je crée un business, par exemple, il y a quelques années. Je me suis lancé euh, quand j'avais 23 ans. J'ai trouvé un travail dans un musée scientifique. Et là, j'accueillais du public, des adultes, des enfants. Je faisais des ateliers. C'est la première fois que j'avais un travail social, on va dire. D'accord. Et, ça ça m'a poussé en dehors de ma zone de confort. Mais à ce moment-là, j'avais pas vraiment commencé à faire un travail de conscience personnelle. Donc c'était un peu tout inconscient. Des fois, je me sentais pas bien, mais en même temps, je construisais une confiance. Et après mes 25 ans, c'est là que j'ai commencé à plus m'intéresser à faire de l'introspection et à savoir à mettre plus d'intention dans ma transformation personnelle pour que je devienne vraiment une personne que j'ai envie de devenir. Et puis voilà, il faut savoir que c'est pas notre passé. Notre passé nous définit dans le sens où toutes les expériences qu'on a eues font partie de l'arbre de notre vie. Et donc, imaginons, il y a un grand arbre et notre futur moi, il est au bout de cette branche, Ouais. d'une branche qui est là. Et ben tous les épisodes de notre passé nous ont fait prendre la bonne branche qui était à la base, puis l'autre bonne branche, puis Mm. l'autre bonne branche. Et peu importe que ce soit des événements positifs, négatifs, difficiles ou pas difficiles, joyeux ou tristes, il fallait passer par ces branches-là, en fait, pour pouvoir arriver à un futur moi qui est sur celui qu'on veut. Mm, mm. Après, on n'a pas forcément cette vision consciente de qui on veut devenir dans 50 ans. Oui. C'est plus s'actualiser en fait de jour en jour, d'année en année, et se dire voilà qu'est-ce que je veux maintenant. Et ça peut changer tout le temps et on peut sauter de branche en branche. Et Mm. c'est un peu il y a certaines personnes qui appellent ça les sauts quantiques. Moi, les sauts quantiques pour moi métaphoriquement c'est vraiment ça, c'est sauter d'une branche à l'autre et Eh ben, devenir ça quelqu'un. semble vachement plus clair avec la métaphore de l'arbre. Et devenir quelqu'un d'autre, t'as dit? Ouais, enfin se changer soi-même quoi. C'est Mm. pas c'est toujours la même tête et tout ça, mais c'est plus Ouais. Mais pour euh, moi, on a plusieurs facettes, hein. On peut jongler et puis il y a des moments où on aimera plus montrer cette facette ou rester sur cette branche et puis il y a d'autres périodes où on saute sur l'autre. Mais ouais, c'est et intéressant ce que tu dis. quand on devient un maître là-dedans, de vouloir devenir quelqu'un, d'avoir certains traits de personnalité et de vouloir avoir ça pour soi-même, on peut devenir de plus en plus efficace à sauter et à changer, comme tu dis, de certaines facettes, mettre aussi certains masques. Mm. On parle beaucoup des masques comme quelque chose de négatif. Ah, là, c'est un masque, il n'est pas authentique, tout ça. Mais Bah oui. en fait, les masques, quand on est maître de soi, eh ben, on les porte, les masques. Moi, quand je suis en séance de coaching, je porte le masque de coach, même si il est infusé par mon authenticité, par mon expérience, parce que c'est moi. Le tronc de l'arbre, il est toujours identique, en fait. Mm, C'est ça mm. qu'il faut. Et la branche Alors, que tu choisis, eh ben oui, je pense qu'enfin toi quand t'as dit mettre un masque de suite, je me suis dit mais pourquoi il dit ça c'est genre donc on se voile la face et alors du coup, je vais réfléchir mais je pense que le mot masque moi me correspond pas du tout. Mais quand tu dis oui la casquette de coach ou quelque chose comme ça, tu vois. ouais. Mais ouais, il y a beaucoup de personnes qui utilisent le mot masque et effectivement, on a plusieurs cordes à notre arc et on va pas tous les utiliser en même temps et ouais,
Tiens, tu me fais réfléchir avec l'arbre. Moi aussi, je vais me poser du coup après notre conversation. Ça me fait un peu une séance aussi. Ok, qu'est-ce que la Hélène de maintenant, elle a envie de devenir un peu comme Hélène et pas forcément, comme tu disais, voir sur 10 ans. Moi, c'est des choses que je n'arrive pas à faire et plus maintenant. Ouais. C'est Et ça peut être tout de suite. Ça peut être une décision, juste une décision, des fois, nous fait changer. Après, voilà, il y a l'inertie, il y a tout ça, mais ça peut être très rapide, le fait de changer. Et quand on commence à se dire, bah, tout ce qui arrive, arrive parce que je suis sur la branche que je veux. Et donc, même si demain, tu te casses la hanche, tu te dis, ouais, ça arrive parce que là, je me casse la hanche. Qu'est-ce que je peux en tirer, en fait? Pourquoi c'est sur mon chemin? Et faire ce travail un peu conscient de se dire pourquoi c'est sur mon chemin, qu'est-ce que je peux en tirer, pourquoi c'est du compost à ma fleur qui va vraiment devenir plus belle grâce à cette expérience, eh bien, on peut trouver une raison. Et quand on la trouve et qu'on met qu'on focalise là-dessus plutôt que de focaliser sur ah, pourquoi ça m'arrive toujours, pourquoi je suis une victime tout le temps, je suis là là là. En fait, on attire la même expérience peut vraiment changer notre vie positivement ou nous rabaisser un peu plus négativement dans quelque chose de moins sain. Et ça, c'est vrai. Hein, je l'expérimente beaucoup récemment. Je le pratique ça. Et c'est pas se voiler la face en mode ah tout ce qui arrive est positif. C'est pas de la positivité toxique ni de la croyance spirituelle naïve en mode ah oui c'est l'univers qui envoie tout sur mon chemin donc j'ai une leçon à apprendre. La différence en fait entre ça et ce que j'ai décrit juste avant en mode c'est que c'est plus proactif, c'est vraiment prendre l'expérience et se dire en quoi le fait que ça soit sur mon chemin ça m'aide. Et y a pas de choix, c'est ça m'aide. De tous les cas ça m'aide, mais en quoi ça m'aide? Et faire ce travail vraiment de réflexion intérieure et de ressentir aussi, c'est pas que intellectuel, c'est ressentir dans son cœur et dans son corps la douleur peut-être de l'expérience présente, car elle fait office d'énergie qui va permettre de faire le saut quantique peut-être dont on a besoin ou que pour faire un saut quantique, il faut beaucoup d'énergie. Pour sauter d'une branche à l'autre de l'arbre, il faut pas juste sauter avec un petit peu d'énergie, sinon tu retombes tout en bas. Il faut, euh, il faut se lancer avec beaucoup d'énergie. Et donc l'énergie, souvent, c'est la douleur, c'est l'inconfort, c'est la crise d'anxiété ou c'est, je sais pas, c'est ça. Oui, ouais. Ben justement, ou quand j'ai eu la joie, le bonheur de découvrir les crises d'angoisse, les vraies, hein, les bien bonnes. Justement, au début, où quand on est déstabilisé, enfin c'est compliqué. Hein, là, ça va mieux. J'en parlerai aussi sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez aller voir sur le Club V. Je ferai des épisodes, enfin où on pourra peut-être, enfin je sais pas si on en reparlera, mais je voulais en parler un peu plus profondément parce que c'est quelque chose qui m'a pourri la vie. Et justement, par contre, ça m'a permis d'essayer de me dire, Hélène, ok, ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, ce que j'ai appris suite à aussi différentes thérapies, c'est que les états dépressifs, ou enfin quand on va pas vraiment très mal, ou la crise d'anxiété, c'est généralement également. Donc je faisais des comment ça s'appelle là. Ah ben, j'ai carrément oublié le nom, alors que ça fait 3 ans que j'en parle. Tu sais, le truc où je te dis, on sort un peu de son corps et réalisation, sonalisation. J'ai découvert ça aussi. Donc, c'est quand on se sent détaché de son corps et qu'on sait plus s'il y a une réalité autour ou pas. Et ça, c'est tellement compliqué de le faire comprendre aux gens autour de soi parce que tu es dans un état second et tu te sens profondément seul. Hein. Et donc du coup, ça m'a obligée à me dire, donc oui, je voulais dire ces états, à plonger au fond de moi parce qu'en fait, c'est que je me suis tellement pas écoutée pendant des années que ça s'est répercuté sur mon corps. Et comme on disait en séance, c'est un peu comme une voiture. T'as ton voyant qui va s'allumer et c'est comme si tu mettais un sparadrap, un papier dessus et tu continues à rouler. Mais ta voiture, elle va casser au bout d'un moment. Et en fait, tout ça, ce sont des symptômes. Et donc, ça m'a forcé à aller traiter la cause parce que je disais vraiment, je pouvais plus vivre comme ça. J'ai l'impression que je perdais la tête. Et donc, vraiment, ce truc de voiture avec ce voyant, je me suis dit, OK, c'est comme si tu avais de l'urticaire ou des boutons.
généralement, voilà, tu mets pas un pull quand t'as des boutons de partout. Tu t'essayes de voir d'où ça vient, quoi. Donc voilà, de chercher un peu au fond de soi. Et effectivement aussi d'en tirer du positif. Ça m'a fait beaucoup grandir. Ça m'a permis de connecter avec de nombreuses personnes, de reprendre un peu plus confiance en moi. Et par contre, comme tu disais, ça n'empêche pas d'avoir des coups de mou. Enfin là, juste avant qu'on commence le podcast, je te disais non, bah les derniers jours, ça allait pas trop bien. Voilà, moi, enfin hier, j'étais là, j'arrête le club V, je rentre en France et puis c'est bon quoi, j'en ai marre quoi. Donc c'est ça aussi que j'ai envie de dire dans le podcast, parce que des fois les gens ils peuvent se sentir un peu oh, j'arrive pas à positiver, mais comment je vais être mieux dans ma vie. Non, enfin j'essaye ça par contre de le conscientiser aussi. J'ai un peu du mal que la vie elle est comme ça, alors que moi je l'espère comme ça. C'est pas le cas, donc ça c'est mon travail de ces derniers mois. Mais ce qui fait que mes angoisses sont moins profondes, mes réactions, ma colère, ma tristesse me fait moins descendre plus bas. Et effectivement, du coup, et la remontée, elle est beaucoup plus rapide. Ce matin, je me suis levée, je fais, oh, bon, bah alors, c'est reparti. Donc voilà, c'est ce que ça Super, hein. m'a aidé, tout ce travail. Hein? Oui? C'est ce qu'on disait peut-être, je crois, dans un autre épisode, les évolutions, elles oscillent, mais en même temps, ça Oui. oscille en monde. Et d'année en année, on est un peu différent, de décennie en décennie, on est bien différent. Et les moments durs, il y en aura tout le temps. C'est juste que ça nous apporte j'aime bien l'idée du compost, moi, parce que Mm. du coup, quand on a un jardin, il faut rajouter du compost de temps en temps dans les années suivantes sur ces parterres de fleurs pour qu'elles aient un peu des nutriments. Je pense que c'est ça la métaphore. Et puis c'est une croissance infinie pour moi, la croissance humaine. Mm. Contrairement à l'économie, qui n'est pas une croissance. Oui, c'est rare qu'on continue à croître, nous, et puis oui, enfin, ouais, c'est complètement différent de l'économie. Et je pense qu'on peut Ouais. rester du coup sur cette image de compost, de Mm. grandir, de ses branches, et c'est une très belle image. Voilà. De l'enfance à la vieillesse, on forme un bel Ouais, arbre. ouais. Et l'arbre, il n'y a rien à couper. Tout est bon dans l'arbre. Voilà. Ouais, Bon. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Je pense on peut clôturer pour aujourd'hui. ouais. Merci à Merci toi. beaucoup. Merci Thomas. Encore une fois, ben n'hésitez pas à partager en commentaire ce que ça a éveillé en vous. Qu'est-ce que vous avez pensé, les émotions, des pensées? Est-ce que vous avez envie de partager un petit bout de votre histoire et du coup nous dire vous ce que vous avez mis en place? D'ailleurs, n'hésitez pas à noter le podcast si ça vous apporte quelque chose et à le partager à vos proches à qui ça pourrait aider.